Les États-Unis de nouveau au bord du défaut de paiement, un bilan des sanctions occidentales contre la Russie et un très gros rachat dans le monde de l'or. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Les États-Unis vont atteindre dans quelques semaines le plafond d'endettement fixé par le Congrès à 31 380 milliards de dollars et pourraient se retrouver en défaut de paiement dès début juin si aucun accord n'est trouvé entre démocrates et républicains pour relever ce fameux plafond de la dette. Et un accord est vraiment loin d'être trouvé pour le moment. D'ordinaire, c'est une formalité. Régulièrement, le Congrès doit voter pour relever le montant maximal de dette que le gouvernement fédéral est autorisé à accumuler. C'est arrivé déjà à 78 reprises depuis le début des années 60. Mais cette fois, les débats sont nourris puisque l'opposition, emmenée par Donald Trump, conditionne son accord à une coupe drastique des dépenses fédérales. Afin de presser les négociations, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a rappelé qu'un défaut de paiement produirait quant à lui une catastrophe économique et financière aux États-Unis, avec bien entendu des répercussions mondiales. Et d'ajouter que le simple fait de flirter avec un défaut peut entraîner une dégradation de la note financière du pays ou affaiblir la confiance des consommateurs. Une alerte également émise par le FMI qui a fortement encouragé démocrates et républicains à se réunir vite pour parvenir rapidement à un consensus. Et alors que l'économie américaine semble défaillir, qu'en est-il de l'économie russe, celle que les Occidentaux et Bruno Le Maire voulaient faire s'effondrer? C'est la question que s'est posée le blog de Veracach par la plume de Bruno Gonçalves. Alors pour rappel, les sanctions occidentales contre la Russie ont démarré en février 2014, à l'heure de l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. À l'époque, la réprobation occidentale s'était soldée par le gel d'actifs financiers d'une trentaine de personnalités russes de second rang, le refus de crédit européen à plusieurs banques et compagnies pétrolières russes, sans oublier l'interdiction d'exporter des biens pouvant être détournés militairement, ainsi que d'équipements pétroliers vers la Russie. Avec, comme l'explique très bien l'article de Veracach, un effet plutôt modéré, d'autant plus que la Russie est elle-même productrice de pétrole. C'est même le troisième plus gros pays producteur au monde, presque ex aequo avec l'Arabie Saoudite, donc peu sensible aux restrictions sur les produits pétroliers. De la même façon, l'industrie militaire russe, en dépit de ses carences, est également l'une des plus productives sur la planète et n'a probablement pas besoin de biens étrangers pouvant être détournés militairement. Et enfin, les restrictions financières concernaient principalement les relations avec l'Union européenne, mais ne disaient rien sur d'éventuels financements en provenance d'Asie et plus particulièrement de la Chine, pays historiquement allié de longue date avec la Russie. Le 24 février 2022, la guerre Russie-Ukraine prend un nouveau tournant majeur. Poutine sort le grand jeu et décide d'envahir l'Ukraine. Dès lors, les pays occidentaux, emmenés par les États-Unis et l'Union européenne, font pleuvoir de nouvelles sanctions avec l'objectif de mettre l'économie russe à genoux. Rien que du côté de l'Union européenne, premier marché économique désigné de la Russie, la contrainte se veut forte pour tordre le bras de Vladimir Poutine et le renvoyer dans son coin. Au menu, entre autres, embargo sur le pétrole, le charbon et l'or russe, exclusion de la plupart des banques russes du système bancaire SWIFT et gel des avoirs de la Banque centrale russe hors de Russie, fermeture de l'espace aérien européen à l'aviation russe et interdiction de vente d'avions et d'équipements aux compagnies aériennes russes. Interdiction d'acheter des produits sidérurgiques russes finis et semi-finis, fermeture des ports de l'UE aux bateaux russes et interdiction des routes de l'UE aux camions russes, etc., etc. Mais comme nous l'explique très bien Bruno Gonçalves dans son papier, si le rouble s'effondre presque immédiatement après l'annonce de ces sanctions, passant de 78 roubles pour un dollar à 138 roubles quelques jours plus tard, soit une dégringolade de quasiment 50%. Très vite, la devise russe se reprend et remonte même au taux de 57 roubles pour un dollar, soit un niveau jamais vu depuis 2018. On s'aperçoit même que les premiers à souffrir des différents embargos décidés par les Européens sur les productions russes sont les Européens eux-mêmes, notamment en raison de la forte dépendance de certains pays majeurs de l'Union, comme l'Allemagne par exemple, au gaz et au pétrole russe. Les produits énergétiques se font rares et certains produits agricoles aussi, puisque Russie et Ukraine représentent par exemple 30% de la production mondiale de blé. Conséquence directe, les prix flambent en Europe, les consommateurs de l'UE voient l'inflation déjà sous-jacente littéralement exploser et les milliardaires russes s'en mettent plein les poches.
Selon le dernier calcul du classement du magazine Forbes, grâce à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix des matières premières jusqu'ici dominée par la Russie, les oligarques du pays, dont la plupart sont des industriels, ont vu leur fortune croître de 152 milliards de dollars en 2022. Du côté des citoyens russes, la vie n'a pas non plus beaucoup changé, car s'il est vrai qu'un grand nombre de marques emblématiques occidentales ont quitté la Russie depuis un an maintenant, la plupart de leurs produits restent parfaitement disponibles. En effet, s'il est bien interdit d'acheter des produits russes pour éviter d'aider Poutine à financer sa guerre, rien n'interdit en revanche les Russes d'importer et d'acheter des produits en provenance de l'étranger. Bref, à part peut-être des délais de livraison légèrement plus longs, les Russes peuvent toujours acheter ce qu'ils veulent où ils veulent. Alors pour nuancer ce constat d'échec de ces sanctions occidentales, Bruno Gonçalves termine son article en montrant en quoi elles ont malgré tout pas mal compliqué la vie de Vladimir Poutine. Par exemple avec le fait que l'armée ukrainienne est aujourd'hui lourdement équipée par tous les pays de l'Union, ce qui lui coûte à la fois très cher financièrement, humainement et politiquement. De la même façon, même si le rouble est revenu à des niveaux d'avant-crise, c'est surtout lié à des effets d'augmentation des produits pétroliers et de raréfaction de la devise russe en circulation. Plus de détails sur le sujet, foncez lire cet article dont le lien est en description de la vidéo. Et pour poursuivre sur cette guerre qui oppose plus largement les États-Unis à la Russie, les États-Unis ont annoncé cette semaine avoir neutralisé Snake, un logiciel numérique russe hyper sophistiqué à l'origine d'attaques informatiques contre des pays de l'OTAN depuis près de 2 décennies. Cyberguerre, cyberattaque, cyberdéfense, un sujet complexe et fascinant qui nous intéresse également chez Aucoffre. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube où nous avons réalisé 2 entretiens exceptionnels autour de ce thème. Et pour finir cette revue de presse, une grosse nouvelle au rayon métaux précieux et mines d'or avec la société américaine Newmont, en passe de racheter sa concurrente australienne Newcrest pour quelques 19 milliards de dollars. Une opération qui va créer un nouveau géant mondial de la production d'or. Le directeur général de Newmont, Tom Palmer, a indiqué que le groupe fusionné créait une gamme de produits à la pointe de l'industrie avec une perspective de production d'or et de cuivre sur plusieurs décennies dans les zones minières les plus lucratives du monde. On reviendra plus en détail sur ce rachat dans le prochain Hebdor, rachat qui intervient dans un contexte où le prix de l'or s'est stabilisé autour des 1855 € l'once depuis quelques jours, soit toujours à quelques longueurs de son record à 1880 €. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé. On se retrouve très bientôt pour le suivant. Je vous le rappelle, vous voulez plus d'infos sur les métaux précieux, l'économie et la géopolitique. Voici 3 bonnes adresses, le blog L'Or et l'Argent, le blog de Veracash et le blog de l'Académie Aucoffre. Je vous mets le lien de ces 3 ressources dans la description de la vidéo. À très bientôt.